La situation sécuritaire, voulais-je dire, en République démocratique du Congo, vous le savez, qui aujourd'hui ne cesse de susciter les débats par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, même si au niveau du ministère de la Défense, on a eu quand même un ancien seigneur de guerre, Jean-Pierre Abemba, qui a fait ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est remplacé par un autre qui est venu certainement, Jean-Pierre Bemba, s'il est félicité par d'autres. Certains les critiquent parce qu'il n'a pas réussi à récupérer plusieurs territoires occupés par les M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Mais avec les nouveaux ministres, est-ce que peut-on s'attendre à des résultats escomptés, à un résultat positif par rapport à sa manière de faire les choses, ces changements au niveau du ministère de la Défense? Qu'est-ce que ça peut porter en ce qui concerne cette situation, messieurs et dames? La question qui mérite d'être posée tout au long de cette émission, vous aurez certainement des réponses. Nous allons aussi revenir sur l'opposition congolaise aujourd'hui. L'opposition a toujours un rôle importantissime à jouer dans une démocratie, mais ça donne l'impression comme si l'opposition de la République démocratique du Congo continue avec les sommets sur le terrain. Certainement, il n'y a pas des actions qui démontrent son envie de mettre ou bien de pousser les pouvoirs en place à bien faire les choses. Quelle connotation peut-on donner à l'opposition congolaise aujourd'hui? Encore une autre question que vous aurez les réponses dans cette émission. On va aussi revenir sans plus tarder sur l'union sacrée de la nation, cette famille politique du président Tshisekedi aujourd'hui au vu de ce qui se passe là-bas, les ambitions de tout et chacun, des présidents, des leaders de cette plateforme face au pouvoir politique, l'égoïsme de certains et l'ambition certainement des autres de travailler pour les bénéfices de la population congolaise aujourd'hui. Est-ce que l'union sacrée peut être considérée comme une bombe à retardement pour le président Tshisekedi, ne permettant pas au président congolais de poser ses armes, de bien faire les choses au vu des ambitions des uns et des autres, comme je le disais au rythme de cette émission. Tout au long de cette émission, on vous donnera des réponses avec notre invité, M. Fidel Basso. Il est député provincial, candidat député provincial malheureux à l'élection législative provinciale de décembre 2023. M. Fidel, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis très flatté, encore une fois, de prendre part à cette émission excellentissime, l'interface, je pense. Je pense que tout au long de cette émission, nous aurons le temps de décrypter l'actualité de fond en comble. Je vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, on va commencer avec cette question liée à l'opposition aujourd'hui, sa connotation, parce que vous, en 2023, vous avez postulé à l'élection législative provinciale comme candidat du parti politique en vol, l'un des partis de l'opposition congolaise aujourd'hui. Selon vous, la manière dont vous voyez l'opposition aujourd'hui, quelle analyse, quelle connotation pouvons-nous donner à l'opposition congolaise aujourd'hui? Bon, je pense que le président de la République, dans l'une de ses sorties, je vais les paraphraser, il avait dit que l'opposition elle n'existe que de noms. Sinon, sur le terrain, on ne la sent plus depuis les élections de décembre 2023. Moïse Katumbi qui se retranche chez lui à Kashobwe, Fayoul qui se retranche à Faden House, Délice Sanga qui est devenu aujourd'hui les remplaçants de Joseph Kabila en ce qui concerne les silences de cimetière. Il n'est pipe mot. Moi, je pense qu'une telle opposition qui laisse la population dans un désarroi total ne mérite plus d'être appelée opposition, parce que c'est elle, en fait, qui devrait... c'est l'opposition qui avait le rôle de bousculer les choses. Là où ça ne marchait pas, l'opposition devait pousser les autorités en place de pouvoir faire quelque chose. Maintenant que l'opposition est devenue à fond, aucune activité,
aucun meeting. Il n'y a rien en fait. Rien. Bon, pour l'Union sacrée, nous on considère que c'est une opposition de façade qui n'existe que dans les YouTube, qui n'existe que dans des chaînes de télévision, mais sur terrain, actuellement, il n'y a rien. Donc, je vais revenir à ma candidature comme opposant l'année passée. J'étais candidat sur la liste de Envol. Je pense que c'est pour ça que je ne suis pas député aujourd'hui, parce que j'avais commis l'erreur de postuler comme candidat sur la liste de l'opposition. Sinon, plusieurs de nos collègues opposants n'avaient pas eu la chance d'être proclamés. Surtout que l'Union sacrée s'est partagée. Tous les députés. Ça n'a jamais existé dans toutes les républiques du monde que la majorité ait plus de 95%. À tous les niveaux. Que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. Vous pouvez imaginer à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il n'y a aucun opposant. Aucun opposant dans cette assemblée-là. Maintenant, comment cette institution va fonctionner quand il n'y a pas d'opposants? Il faut qu'il y ait 2 sons de cloche. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander à l'opposition de se réorganiser. Se réorganiser pour que la population se retrouve. Sinon, si l'opposition ne fait rien, et le pouvoir, l'Union sacrée, ose croire qu'il est en train de bien faire. Parce qu'à côté de lui, il n'y a personne pour le bousculer. Moi, je pense que Martin Fayoulou, Delis Sesanga, Moïse Katumbi et d'autres, Joseph Kabila par exemple, peuvent se réorganiser. Dans l'opposition. Oui, mais il a dit qu'ils font l'opposition, comment ça s'appelle? Républicaine. Ils sont dans la résistance. Ils n'ont pas participé aux élections. Ils observent. Je pense qu'ils sont en train de nous pousser, nous, l'Union sacrée, à aller tout droit dos au mur. Donc, en ce qui concerne l'opposition, ce que je peux retenir, c'est que jusqu'à présent, après les élections, les leaders de l'opposition se sont retranchés chacun dans son coin. Peut-être ils ont eu peur de la répression parce qu'après les élections, nous avions vu, on a diligenté de fortes équipes de FARDC, de police dans les Katanga pour empêcher à Moïse Katumbi de faire tout mouvement en ce qui concerne les activités de l'opposition. Mais on a toujours reproché à l'opposition congolaise une opposition qui aime barboter, qui aime parler, qui ne propose pas, mais qui aime seulement critiquer. Est-ce que l'opposition signifie seulement il faut organiser les marches sur les terrains, poser des actions sur les terrains, et si l'opposition a adopté cette fois-ci de faire les choses d'une manière scientifique, de commencer à proposer certainement des choses qui pourront être bénéfiques pour le pouvoir en place, à l'exemple de Martin Fayoulou avec les manifestes de Kisangani qui avait quand même proposé des choses sur la gestion de la République. Si vous voyez l'opposition commencer à proposer au pouvoir, il faut savoir que cette opposition est dans les pouvoirs. Ah bon? Oui, c'est-à-dire, l'opposition, comment l'opposition, parlons-en du ministre de la Justice actuellement, comment il peut nous dire qu'il est opposant? Soit vous êtes de la gauche, soit vous êtes de la droite, soit vous êtes au pouvoir, soit vous êtes dans l'opposition. Vous ne pouvez pas être dans les deux. Donc, si Martin Fayoul, c'est pourquoi même, dans les temps, on était en train de reprocher à Martin Fayoul une certaine proximité avec l'Union sacrée. On aurait même dit qu'il aurait empoché des sommes pharaoniques. Et donc, sa représentation aux élections comme candidat à la présidentielle, ce n'était qu'une mascarade, une façon de draper la population les yeux. Mais l'opposition, lorsqu'elle est opposition, elle va en contradiction totale avec les pouvoirs. Mais si vous trouvez l'opposition qui commence à donner des propositions au pouvoir, c'est que cette opposition-là est déjà incluse dans les pouvoirs. Si Tshisekedi, l'actuel président de la République, était en train de proposer à Kabila
Est-ce que vous pensez que Tshisekedi serait aujourd'hui président de la République? Il ne le serait pas. Mais parce qu'ils sont restés constants dans l'opposition, malgré toutes les propositions, toutes les offres qu'on leur avait données dans les temps, qu'ils ont refusées. On attendait Tshisekedi comme Premier ministre lorsqu'on avait nommé Bruno Tshibala. Il semblerait, j'utilise les conditionnels, qu'ils avaient rejeté l'offre. Donc, lorsque vous êtes dans l'opposition, d'abord, faire l'opposition, ce n'est pas une chose facile. D'abord, il faut avoir des moyens. De deux, il faut attendre pour longtemps. Vous voyez, l'UDPS, depuis 1982, il venait de conquérir le pouvoir 37 ans, 38 ans après. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà les autres opposants après les élections de 2023. Les poches sont trouées. Mais avec quoi ils vont ce n'est pas organiser des toujours marches. une nécessité pour l'opposition, les opposants d'attendre longtemps. On a vu l'exemple, par exemple, au Sénégal, celui qui est le nouveau président aujourd'hui, il n'a pas vraiment assez attendu par rapport à la durabilité Non, des ça UDPS. dépend maintenant. Ça dépend, monsieur le journaliste. Vous voyez, par exemple, au Sénégal, les Diomaye Faye avec Ousmane Sonko n'ont pas commencé aussi aujourd'hui. Ils n'ont pas moins de 10 ans depuis qu'ils sont dans les combats. Nous avons vu des vidéos où l'opposition organisée, dirigée par Sonko, ils organisaient des manifestations. Quand Diomaye Faye était juste encore un trop jeune garçon là, qui courait, qui était un simple manifestant dans les partis PASTEF d'Ousmane Sonko. Donc l'opposition veut dire d'abord les moyens, parce que vous n'avez aucune source de revenus. Il faut avoir des moyens pour organiser des manifestations, pour organiser quoi que ce soit. Il faut des moyens. Et après les élections, voilà pourquoi vous voyez la plupart des candidats qui avaient concouru, on ne les entend même plus. Pasteur Théodore Ngoy, vous entendez encore parler de lui? Je ne sais même pas s'il existe encore, s'il s'est retranché où. Denis Mukwege, vous entendez encore parler de lui? C'est-à-dire, les gens ont défalqué des moyens colossaux qu'ils ont injectés dans l'aventure des élections. Et ce que nous avions encore reproché aux élections de la fois dernière, comment vous pouvez trouver 6 opposants, 7 opposants? Il y avait 21 candidats, n'est-ce pas? Oui. Un seul candidat du pouvoir, Félix Tshisekedi, contre 20 opposants. Moi, je me pose la question, est-ce que les opposants dans notre pays, est-ce qu'ils ont un sens rationnel? Vous tous, vous êtes opposants à une personne. Pourquoi les 20 personnes ne peuvent pas conjuguer les efforts, les moyens, afin qu'on ait 2 candidats? Un du pouvoir et un opposant. Comme c'était le cas au Sénégal. Un candidat successeur, ou comment on l'appelle, dauphin du président Macky Sall, et Faye, comme Sonko avait encore des ennuis judiciaires, Faye désigne, Sonko désigne Ousmane, qu'est-ce que j'allais dire, Diomaye Faye. Et voilà, ils ont réussi. C'est comme c'était aussi au Gabon, même si les putschistes ont saisi la balle au bon. Les professeurs du camp de l'opposition, il y avait lui, il y avait aussi Ali Bongo. Vous voyez? Bon, bien que nous connaissons ce qui s'est passé. Donc, je voudrais ici insister pour dire que l'opposition ne doit pas être fractionnée. Plus l'opposition est fractionnée, plus elle perd sa substance. Elle perd sa raison d'être. Les voix que Mukwege aille, les voix que Fayoulou aille, les voix que Mouzito aille, les voix que Trésor Ngoy, on l'appelle comment encore? Pasteur Ngoy aille. Tous ces opposants-là, lorsque vous faites la somme de toutes ces voix-là, vous allez vous rendre compte que l'opposition est allée en ordre dispersé. Et le fait d'aller en ordre dispersé, voilà, ils ont échoué. Bon, ils ont échoué aujourd'hui en voyant à tout ce qui se disent être de l'opposition, de Fayoulou, en passant par Katumbi, jusqu'à Constant Moutamba, qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Il faut enlever Moutamba. Moutamba n'est plus opposant dès lors qu'il est nommé. Ça n'existe pas. Mais on parle de dès lors que Moutamba est nommé ministre dans les gouvernements, dans la majorité, il a cessé automatiquement d'être opposant.
Donc, Moutamba, je pense, était un candidat de pacotille, un candidat qui n'était là que pour brouiller, pour embrouiller, mais il était déjà, depuis les élections là, il était déjà dans le pouvoir. La preuve en est que, juste après les élections, la première personne à pouvoir avant même que la CENI ne proclame les résultats, Moutamba s'était déjà allié à l'Union sacrée pour dire qu'il reconnaît que lui, il a échoué, mais il soutient le président qui a gagné les élections parce que dans les urnes, on constate que Tshisekedi a gagné devant Katumbi avec un score fleuve. Tu vois? Donc, Moutamba n'est pas entré dans l'Union sacrée aujourd'hui. Il est dans l'Union sacrée depuis. Mais pour brouiller les pistes, pour embrouiller l'opinion, voilà, il s'est présenté comme un candidat de l'opposition. Autre chose, Moutamba pouvait avoir où l'argent pour sillonner. Tu sais que Moutamba a sillonné. Moi, à Goma, quand j'étais en campagne, j'ai vu Moutamba atterrir là-bas en jet privé. Il a eu cet argent où? Disons-nous la vérité. Moutamba avec sa Dipro là, il a eu l'argent où? Pour louer des jets privés. Et Moutamba a fait plus de 10 provinces. Hein. C'est un avocat, certainement, il a économisé avant d'entamer les élections. Non. Ce genre d'aventure, ce n'est pas fait à tout le monde. Jet privé, vous faites plus de 11-12 provinces, vous sillonnez, vous faites des meetings partout là. D'abord, tu sais que pour être candidat, il faut $100,000. Vous pensez $100,000, c'est quelque chose de moindre? Non. C'est que Moutamba, quelque part, il serait financé par les pouvoirs. Je dis bien, il serait financé par les pouvoirs. Maintenant, il était en train d'embrouiller l'opinion, embrouiller les pistes. Mais c'était un candidat bis du pouvoir. Alors, un candidat bis du pouvoir, je voulais savoir, aujourd'hui, parmi si même on a levé Constant Moutamba, parce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il est ministre, il est dans le pouvoir, de Fayoulou en passant par Katumbi, qui est celui-là, qu'on peut dire, celui-ci a toujours la crédibilité, la population congolaise peut continuer à croire en lui comme un opposant, comme celui qui va mettre des idées sur le terrain pour mettre les choses, ou bien pour pousser les pouvoirs à commencer à bien faire les choses, voulais-je dire. Bon, nous avons suivi, l'opposition a dit qu'elle est en train de se réorganiser pour reprendre très prochainement les activités. Bon, actuellement, ils sont en train de se ressourcer encore de nouveau, chercher des moyens pour parfaire leur route, leur périple. Et donc, je pense que l'opposition devait profiter du moment où la population est dans un désarroi total. Tu sais que ventre creux n'a point d'oreille. Au moment où la population est en train de croupir dans la misère, c'était le moment où l'opposition devait en profiter. Parce que tout le monde, personne ne peut dire, à part certains qui sont dans l'union sacrée comme nous, qui occupent des postes juteux, peut-être eux ne sentent pas la misère. Mais dans les 100 millions de Congolais, au moins 95% des Congolais croupissent dans la misère. Et là-bas, saisissant la balle au bon, l'opposition devait maintenant en profiter pour mener des actions de grande envergure. Bien que le pouvoir n'est pas tolérant, parce que nous avons suivi une jeune dame, Gloria Senga, pour seulement avoir dit Tolembi passe. On ne sait même pas où elle est. Partie à destination inconnue. Tu vois, ce genre de brimades font à ce que tous ceux-là qui devaient avoir un point de vue contraire au pouvoir, ils ont peur. J'ai suivi Madame Tatiana, votre consoeur, journaliste, a été molestée par les gens comment on les appelle? La force du progrès. Vous voyez ça? Il n'y a pas longtemps, je suivais un autre journaliste, c'est un opposant, un
un analyste politique, il s'appelle comment? Vouve. Merlin Vouve. J'ai appris qu'il serait aussi en cavale, en train de fuir les intolérances des gens du pouvoir. Donc, vous voyez, en fait, lorsqu'on est dans des conditions comme ça, l'opposition ne peut pas bien fonctionner. Parce que tout le monde aime la vie. Nous avons suivi comment Chérubin était mort ici. Et il est parti seulement comme ça. Hein? Comme ça. Bon. Qui va encore lever la tête? Moïse Katumbi, à Kashobu, tu avais vu comment les chars étaient descendus là-bas pour l'empêcher de sortir. Voyant tout ça, l'opposition se rétracte. Et la seule opposition qui reste maintenant, c'est la population. Tu vois? Est-ce que tu sais qui a empêché à Macky Sall de se représenter aux élections ou de prolonger les élections? La pression populaire. C'est la pression populaire. Et c'est ça la vraie opposition. Moi, je suis en train de dire que Koutou, il faut que la famine s'augmente encore à 100%. Oh. Oui. Pour donner la colère à la population. Mais là, vous incitez la population à... Non, je n'incite pas la population. Je dis, il faut que la famine s'augmente encore. Que les gens sentent vraiment qu'ils souffrent. Le président lui-même l'avait dit. J'ai suivi une vidéo où le président de la République dit, quand il était encore opposant, il dit que nous avons un peuple atypique en République démocratique du Congo. Parce que comment vous pouvez trouver quelqu'un qu'on ne paye pas? Tu vois? On ne le paye pas. Prenons par exemple ici chez CML13, je pense que vous, le DG Louis France, c'est un homme organisé. Je pense que vous n'avez pas de problème de salaire. Mais pour le président, il dit, vous êtes engagé quelque part. On ne vous paye pas. On ne vous donne même pas les moyens de transport. Mais Congolais, vous allez les voir toujours. Il peut même s'endetter pour trouver les transports et aller au boulot. Un boulot, il a 10 mois, 11 mois, 20 mois impayés. Ça n'existe qu'au Congo. Donc, la culture de démission n'existe pas. Ici, chez nous, le président dit ceci. Un peuple, quelqu'un qui est en train de vous faire souffrir, quelqu'un qui a... Il a dit ça en lingala. Mais le peuple congolais, vous allez voir en train d'applaudir pour quelqu'un qui est en train de vous faire subir des souffrances. C'est pour dire que... C'est ce qui se passe aujourd'hui avec lui-même au pouvoir. C'est pour dire que quand le peuple va atteindre, quand la souffrance du peuple congolais va atteindre son paroxysme, c'est à ce moment-là que vous verrez la population s'élever. Et je pense que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé parce que Nzala et Leki, les gens subissent une souffrance atroce. Et quand ça va atteindre l'apogée, quand la population va prendre conscience, et c'est la population qui va faire la vraie opposition. Mais n'attendons rien de Katumbi, de Fayoulou, de Mouzito. Non, on ne peut rien attendre d'eux. Tant qu'ils ne disent pas un seul mot, tant qu'ils ne parlent pas un même langage, tous les leaders de l'opposition, nous n'attendrons rien. Mais la population est capable de dissuader toute personne qui puisse s'ériger en obstacle devant ou pour bloquer l'avancement du pays. Alors, on a toujours l'habitude de dire que le silence n'est pas un principe de la démocratie. En démocratie, quand il y a du mal, il faut le dénoncer, il faut parler. Joseph Kabila, aujourd'hui, vous parlez de la résistance qui est aussi certainement l'un des partis, le PPRD, son FCC du côté de l'opposition. Le silence de Joseph Kabila, comment vous pouvez l'analyser? Est-ce que c'est une bonne chose? Kabila a dit ceci, et moi je pense qu'il a raison. Kabila a dit ceci. Il ne faut parler que lorsque les mots sont plus forts que les silences. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il ne faut pas parler pour plaire la bouche, pour plaire aux gens. Il faut parler lorsque les mots, les paroles que vous allez sortir sont plus fortes que les silences. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes marié? Non, pas encore. Bon, malheureusement.
Tu vois, par exemple, nous qui sommes mariés, votre femme peut commettre une erreur. Hein? Sans rien lui dire. Tu observes seulement. Le silence là va beaucoup travailler cette dame plus que la parole, plus que l'agressivité. Tu vois maintenant aujourd'hui le silence de Kabila. Le silence de Kabila ne fait pas dormir, ne nous fait pas dormir à l'union sacrée. Les gens se posent des questions. Mais c'est monsieur, depuis 2019 qu'il a quitté le pouvoir, jusqu'aujourd'hui, il ne parlait pas. Mais qu'est-ce qu'il forme en lui-même? Et la Bible nous dit que le cœur de l'homme, il est tortueux. Il garde beaucoup de choses. Et moi, aujourd'hui, je pense que l'union sacrée est en train de donner la valeur à l'opposition de Joseph Kabila. Je te dis, si Joseph Kabila passe aujourd'hui au boulevard, passe aujourd'hui à Tchang, tu vas voir, il fera un monde fou. Hein? Pourquoi? Parce que nous, de l'union sacrée, nous l'avons aidé à ressusciter. Pourtant, il était déjà enterré. Pourquoi? Parce que c'est à quoi la population attendait de nous. La population est dans une confusion totale. Une population sans eau, sans électricité, sans rien à manger. Je suis allé dans une alimentation. Quand Kabila était au pouvoir, 5 kilos de sucre, c'était autour de 5 000 francs. Aujourd'hui, c'est autour de 20 000 francs. OK? Vous allez vous rendre compte aussi que les denrées alimentaires, les denrées de première nécessité, ont galopé les prix. Et le pouvoir est là. Elle ne fait rien. Vous voulez que la population fasse quoi? C'est pourquoi l'opposition devait saisir la balle au bon. Comme la population souffre, être derrière la population et créer des activités, des manifestations. Parce que si l'opposition ne réagit pas, le pouvoir va penser que, nous à l'union sacrée, on va penser que tout va bien. Parce que personne ne nous met pression. Mais quand il y a l'opposition à côté qui bouscule, qui met la pression, on peut arriver à corriger certaines erreurs. Alors, pour même paraphraser cette citation de la Bible qui dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Voilà. Certainement, Kabila est un homme prudent. On ne sait pas. Aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Tout le monde. Donc, Kabila est devenu l'homme le plus heureux. L'homme le plus heureux. Alors, on va parler de cette union sacrée parce qu'à la suite de votre intervention, vous avez parlé d'union sacrée. Cette union sacrée, quelle connotation peut-on la donner aujourd'hui? Est-ce que sa création était quand même une bonne chose? L'union sacrée aujourd'hui est bénéfique au vu de ce qui se passe à l'intérieur de cette famille politique, des chefs de l'État. Comme je le disais au rythme de cette émission, est-ce qu'on peut dire que le président Tshisekedi a réussi quand même à réunir des Congolais qui travaillent pour les biens de la République autour de lui au sein de l'Union sacrée, ou bien juste c'est un groupe puisqu'il composé des gens, des égoïstes et qui cherchent que leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt de la population? Bon, l'Union sacrée, parlons-en. Moi, je pense que dans l'émission de la fois dernière, j'ai dit que c'est un groupe de personnes, une union de personnes qui est à la recherche de postes, des intérêts privés et rien de l'intérêt général. La preuve est là. Ils sont en train de se battre pour les postes. Tu as déjà entendu là où les gens de l'Union sacrée se sont réunis pour dire voilà, la population souffre, faisons tout pour soulager la souffrance de la population. Jamais. Lorsqu'ils se réunissent, c'est pour savoir qui va prendre gauche, qui va prendre droite, qui va aller où, qui va envoyer où, qui va faire quoi. Mais rien de l'intérêt général qui est comme préoccupation de l'union sacrée. Et donc, pour moi, l'union sacrée, dans un proche avenir, va connaître une éclosion, va connaître une division, voulais-je dire, une division.
Parce que vous allez trouver ceux-là qui ne se retrouvent pas, ok, qui sont en train de pleurer, qu'ils avaient des députés, qu'ils avaient 10, 11, 13, mais qui n'ont pas été retenus dans les gouvernements. Tous ces gens-là vont faire l'opposition. Et récemment, j'ai dit que la vraie opposition qui va vraiment combattre l'union sacrée va venir de l'union sacrée. Tenez ça. Retenez ça. Très prochainement là, attendons que le bureau définitif du Sénat soit aussi installé, que le gouvernement soit investi, je vous dis, vous allez entendre des sorties, des démissions de l'union sacrée et tous ces gens. J'ai suivi il y a quelques jours qu'il y a, c'est qui encore, j'oublie son nom, avec Seth Kikuni. Ils ont formé, j'oublie les termes qu'ils sont en train d'utiliser. Donc Seth Kikuni avec un ancien, je crois, du pouvoir sortant. Ils se sont regroupés pour former un bloc dans l'opposition pour éveiller les consciences des Congolais. Et je pense très prochainement, vous ne serez pas étonnés de voir d'autres qui quittent l'union sacrée pour rejoindre de tels groupes parce qu'ils sentent que à l'union sacrée, on est en train de les tromper. À l'union sacrée, on est en train de jouer à la malice. Hein? Comment imaginez-vous que quelqu'un, il est dans les critères d'avoir un ministère, mais on ne le lui donne pas? Pourquoi? Hein? Et ces frustrations-là, ce sont elles qui vont pousser demain ceux qui sont à l'union sacrée aujourd'hui d'être à l'opposition. Tu as vu quand on a créé l'union sacrée après éclosion du FCC avec Cash. Vous avez vu tous les gens qui étaient chez LFCC. Vous ne les avez pas vus traverser. Voilà, c'est ça ce qu'on va connaître bientôt dans l'union sacrée. Alors, c'est qu'on va connaître bientôt dans l'union sacrée, et certainement. Mais aujourd'hui, peut-on affirmer que l'union sacrée est une bombe à retardement pour le président Félix Tshisekedi, si vraisemblablement il a une vision pour la République démocratique du Congo, pour le développement de ces pays? Moi, je pense que c'est une bombe à retardement parce qu'elle va exploser. C'est ce que je viens de dire. Cette bombe va bientôt exploser. Si les gens, les sociétaires de l'union sacrée, tous ne se retrouvent pas, il y en a qui vont quitter. Et quand ils quittent, ils vont où? Ils vont dans l'opposition. Donc, ils seront opposants de leur propre union sacrée. Donc, si le président Tshisekedi, notre autorité morale de l'union sacrée, tient vraiment à améliorer les conditions sociales de la population, je pense qu'il doit veiller à mettre de l'ordre dans l'union sacrée. Et le pouvoir qu'on a laissé à l'honorable Augustin Kabouya dans l'union sacrée, je pense qu'il a un pouvoir de trop. De trop. Pour moi, je pense que il doit essayer de lui retirer certaines compétences. Parce que c'est lui qui est aujourd'hui indexé d'avoir dribblé les autres. Pourtant, lui-même, après ses consultations comme informateur, avait dit que si vous avez 10 députés, vous avez droit à un ministère. Vous avez moins que 10, vous aurez droit à un vice-ministère. Est-ce que ça a été fait? Ça a été respecté? Malheureusement. Mais nous apprenons aussi que le gouvernement ici qui venait de sortir ne fera pas longtemps parce que il y a beaucoup de reproches qu'on formule à l'endroit de ces gouvernements. Et donc, si remaniement il y aura, une année après, d'après ce qu'on nous fait entendre, je pense que avant même ce remaniement-là, l'union sacrée va connaître sa division. Alors, Monsieur Fidèle, pour les 5 minutes qui nous restent avant de chuter avec cette émission, j'aimerais qu'on puisse parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, parce que vous êtes de ces coins, vous êtes des Goma, vous savez ce qui se passe sur le terrain, vous avez vécu ça. Maintenant, aujourd'hui, ces changements au niveau du ministère de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui était là comme ministre de la Défense, on lui reproche de beaucoup de choses, de ne pas avoir donné le meilleur de lui-même, malgré tous les moyens mis à sa disposition par
par l'État congolais pour essayer de diminuer cette situation, au cas contraire mettre fin à cette insécurité à l'Est. Il a fait ce qu'il a fait, il n'a pas fait ce il n'a pas fait. Aujourd'hui, il y a un nouveau ministre qui arrive dans ce ministère. Est-ce que peut-on se dire c'est un changement quand même bénéfique, c'est un choix judiciaire fait par le président de la République qui pourrait changer la donne sur l'État? Bon, je pense qu'on n'est pas là pour faire des préjugés sur les individus. Mais moi, je pense que, je l'ai dit encore récemment dans une émission, le ministère de la Défense, c'est un ministère stratégique qu'on ne peut pas confier à n'importe qui. Et j'ai dit ailleurs que le ministère de la Défense, c'est un ministère qui demande une certaine expertise. Et d'après moi, j'ai pensé que, comme on le voit dans tous les autres pays du monde, ne peut conduire le ministère de la Défense qu'un ancien militaire. Et nous les avons ici, qui ont prouvé, qui ont déjà fait leur temps. Pourquoi ne pas prendre comme Tango Fort, par exemple, vous faites de lui ministre de la Défense. Certainement la crainte. Vous prenez par exemple quelqu'un comme donc, il y en a beaucoup de généraux ici, hein, beaucoup. D'autres qui sont en retraite. Mais vous prenez quelqu'un qui ne sait même pas manipuler un AK-45. Vous voulez qu'il devienne ministre de la Défense. À quel résultat vous allez vous attendre? Prenez par exemple le ministère de la Justice. Pourquoi on ne prend pas quelqu'un qui a fait la culture et art pour qu'il devienne ministre de la Justice? Pourquoi? Parce que c'est un ministère qui demande des compétences. On n'allait pas gérer les magistrats sans avoir des notions basiques sur les droits. Tu vois, il en est de même. Bon, c'est pas dans notre pays, on ne met pas les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. Tu vois, mais en principe, les ministères comme l'agriculture, le développement rural, la défense nationale, les ministères comme l'économie, les ministères comme les finances, donc des ministères là techniques. Il faut mettre des technocrates. Hein? À l'agriculture, vous mettez un ingénieur agronome, il connaît les méandres de l'agriculture. À l'économie, vous mettez un économiste de renom. Aux finances, vous mettez un financier. À la justice, vous mettez un juriste. Vous voyez? À la défense, vous mettez un militaire formé. À ce moment-là, quand il y a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous allez vous attendre au résultat. Mais quand vous affectez les gens de manière politique, sans tenir compte de leur formation, de leur cursus, nous allons toujours aller d'échec en échec. Voilà pourquoi, moi je pense que, bon, peut-être que le nouveau ministre à la Défense, peut-être qu'il puisse nous surprendre. Mais moi, personnellement, je ne m'attends à aucune surprise si Bemba, Jean-Pierre Bemba, le ministre actuel des Transports, je pense, ouais, si il a prouvé des insuffisances, alors qu'il était un ancien seigneur de guerre, à combien plus forte raison dit Mandianvita, qu'on connaît qu'il est civil, qu'on connaît qui était DG au journal officiel, mais qui était à fond de lui-même. On n'a jamais entendu parler de ce prouesse, de ces réformes. Bon. Est-ce qu'à la Défense, il y aura vraiment... Nous lui donnons les bénéfices des doutes, nous lui accordons cela, que peut-être il puisse relever les défis. Hein? Peut-être c'est possible qu'il puisse nous surprendre. Voilà, nous attendons cette surprise. Mais sinon, d'entrée de jeu, nous saluons les efforts des FARDC sur le terrain qui continuent à bien se comporter. La cité de Kanyabayonga qui était sous menace est aujourd'hui passée sous contrôle total de nos forces loyales. C'est qu'on encourage et nous souhaiterions que cette perspicacité continue même dans la récupération des autres cités qui ont été récupérées par les M23. Nous avions appris que les M23 a monté même une chaîne de radio et de télévision dans la cité ça s'appelle comment?
frontière de... Ah, j'oublie même le nom. Donc, vous comprenez que... je ne sais pas, est-ce que nous manquons vraiment des moyens pour aller bombarder la cité là de... Comment s'appelle cette cité là? Le nom... le nom... J'oublie en fait. Hein? Est-ce qu'on manque des drones, on manque des avions de guerre qui puissent aller à Rutshuru là-bas dans la cité de Bunagana, hein, et récupérer ça, hein? Ou Rouba est ici à côté, hein? Hein? Moi je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas, nos forces armées n'ont pas vraiment des enjeux, des munitions qu'il faut, qui peuvent vraiment dissuader? Corneille Nangaa fait la loi à Rutshuru, à Bunagana, jusqu'à monter une chaîne de radio et de télévision. Moi, je pense que on nous a dit que l'armée a acquis des enjeux de combats, des munitions, mais on ne voit pas ça sur terrain. Hein? Je ne comprends pas, en fait. Hein? Donc, nous saluons les efforts de l'armée républicaine, mais nous décourageons les Wazalendo. Les Wazalendo sont en train de commettre des exactions. Pas plus tard qu'hier soir. Ils ont encore fusillé des paisibles citoyens. Donc, les Wazalendo, s'ils te voient, ils voient que ta figure ne lui plaît pas, pouf, balle dans la tête. Sans rien lui avoir, sans lui avoir fait quelque chose. Moi, je pense que les Wazalendo, Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut vraiment, le plus tôt possible, récupérer cette situation de Wazalendo. Parce que, vous savez qu'il y a eu affrontement vers Kanyabayonga entre les FARDC et les Wazalendo. Et tu peux imaginer, les Wazalendo qui sont venus comme appui aux FARDC, mais entre eux encore, ils s'entre-déchirent. Et quand il y a des incompréhensions comme ça, il y a tuerie, il y a des coups de balle, les Wazalendo ne blaguent pas. Moi, je pense que dans tous les pays du monde, les gens comme les forces de Wazalendo là, ce sont des bombes à retardement. Et plus tard, je vous dis, ça va créer des problèmes dans notre pays. Si la République, si le président de la République ne veille pas sur les dossiers de Wazalendo, on a des militaires, on a des policiers, il y a une force républicaine qui n'est pas défaillante. Mais pourquoi amener des civils qui n'ont subi aucune formation et leur demander de prendre les armes? Et ces armes-là, est-ce que sont-elles contrôlées? Quand ils vont fuir, ils vont amener ces armes dans leur maison. Et demain, ce sont ces armes qu'on va commencer à utiliser pour faire ce qu'on appelle les vols à main armée. Donc, nous décourageons sincèrement les pratiques de Wazalendo. Au besoin, on demande qu'on les retire, qu'on laisse les forces de défense et de sécurité qui sont formées pour ça. Les Wazalendo ont subi quelle formation? Donc, c'est un peu ça tout ce que je pouvais dire. Alors, monsieur Fidèle, l'émission est terminée. J'ai une marge de manœuvre de 30 secondes pour conclure l'émission. Bon, merci beaucoup. Les mots de la fin, nous saluons le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a pris des mesures courageuses. Vous savez, pendant les temps ici d'expédition des affaires courantes, il y a beaucoup de ministres qui ont brillé dans les incompétences, en recrutant, en antidatant des actes, et le ministre de la fonction publique tape du poing sur la table. Tous ces actes-là, de commissionnement, pour autres actes d'avancement à grade, autres actes en rapport avec les recrutements, qui seraient pris par des ministres sectoriels, pendant que le gouvernement, pendant que la présidente de la République avait déjà interdit, avait déjà limité les compétences des ministres, tous ces actes seront abrogés, seront annulés. Moi, je pense que nous encourageons le ministre de la fonction publique. Nous avons vu même un autre démission qu'il a signé pour aller à l'EPST. C'est là que son équipe commence, dont lui-même est à la tête. Il commence là-bas pour aller enquêter sur des faits infractionnels, des faits qui violent les lois, les textes de la République, où le ministre sortant de l'EPST a renfloué
les effectifs du ministère de l'EPST et en commissionnant, en avançant en grade, même les gens, vous allez voir des gens qui étaient des attachés de bureau devenir des chefs de division, devenir des chefs de bureau, des directeurs dans l'administration, ça n'existe pas. Excellence, monsieur le VPM de la fonction publique, nous encourageons cette action que vous aviez prise, celle d'abroger ou d'annuler tous les actes pris pendant les moments où les ministres sectoriels étaient en train d'expédier les affaires courantes. Je salue aussi en passant l'actuel ministre du développement rural, Moïndo Nzangi, qui est un ministre quand même qui n'a pas défailli au gouvernement Sama 1 comme Sama 2, qui a initié des réformes gigantesques au ministère de l'enseignement. Nous les saluons et je pense qu'au développement rural, qui est d'ailleurs un ministère de prédilection pour lui, je pense qu'il va encore briller avec beaucoup de réformes là-bas et amener de l'eau et de l'électricité dans tous les milieux ruraux pour arriver à désenclaver les milieux ruraux en tant que ministre du Développement rural. Sinon, je vous remercie, monsieur le journaliste. C'est un réel plaisir pour nous, pour vous recevoir pour la énième fois. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission. Restez-nous toujours fidèles. Merci beaucoup.